En fait, je ne sais pas si ça y est, ça enregistre. Oui, oui. Très bien. Donc, nous sommes maintenant dans la séquence qui s'intitule Commencer. Commencer ce cycle de 24 heures de conversation sur la langue française organisé par Civic City, représenté par Vera et Rudy Bord à bord de ce camion écouter parler, le laboratoire mobile des langues euh, à l'initiative, un événement à l'initiative du ministère de la Culture et précisément de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France. Et nous nous trouvons en direct de la Cité internationale de la langue française qui vient d'être inaugurée il y a à peine 2, 3 heures, je dirais, par le président de la République devant un aéropage d'invités, tous plus distingués les uns que les autres, et notamment Alexandre de Montesquieu, qui est le président de la communauté de communes Ré-en-Valois, au sein de laquelle se trouve la ville de Villers-Cotterêts. Et donc, à cette séquence commencée, vont intervenir Jean-Pierre Demoule, qui est à l'écran, à distance, donc, Alexandre de Montesquieu, et puis une dame, car nous voulons aussi donner la parole à une représentante de l'autre moitié de l'humanité, à savoir Barbara Cassin, que je ne présente pas, puisque tout le monde sait qu'elle est membre de l'Académie française, philosophe et philologue. Puisque les présentations sont faites, je propose de commencer. Je ne suis pas présentée, moi je représente en fait la délégation générale à la langue française et aux langues de France. Et je travaille avec Paul de Spinetti, le délégué général, et je m'appelle Claire Extragnana. Alors, Monsieur Demoule, nous sommes ravis de votre présence parmi nous. Nous savons que vous êtes un grand savant. Du reste, votre bibliothèque semble être celle d'un grand savant. Et nous savons que dans cette bibliothèque, il y a des livres que vous avez écrits en tant qu'archéologue, en tant que préhistorien. C'est-à-dire préhistorien, c'est-à-dire que vous êtes intéressé à tout ce qui s'est passé avant l'histoire. Et dans cette préhistoire, il y a un phénomène linguistique qu'on appelle l'indo-européen. Et vous avez écrit un livre sur les Indo-européens qui a fait date parce que vous avez examiné comment s'était construit ce mythe, j'ose le terme, ce mythe de l'indo-européen. L'indo-européen serait en fait la langue mère de tout un tas de langues que nous connaissons, dont font partie les langues romanes, dont est issu le français, on sait bien. Donc, il nous a semblé intéressant de commencer par l'indo-européen, ce cycle consacré à la langue française. Merci encore d'être parmi nous. Justement, l'indo-européen n'est peut-être pas forcément connu par le grand public. Qu'est-ce qu'il faudrait dire pour expliquer cette construction? Bien, écoutez, avant toute chose, merci de votre invitation. Effectivement, j'interviens en tant qu'archéologue et dans un lieu éminemment archéologique puisque il y a eu 3 ans de fouilles archéologiques faites sous le château pour pouvoir aménager cette nouvelle cité. Et je le dis avec d'autant plus de plaisir que j'ai, pendant de nombreuses années, fouillé dans la vallée de l'Aisne, autour de Soissons, donc à quelques kilomètres d'ici, sur des sociétés préhistoriques, justement, néolithiques en particulier, puisque je m'intéresse en particulier à ce moment le plus décisif, cette rupture la plus décisive dans l'histoire humaine, qui est l'invention de l'agriculture. Et c'est pour ça que mon équipe de l'Université de Paris 1 et du CNRS est venue et depuis 50 ans remue les terres du département de l'Aisne. Et puis, je suis aussi content d'être ici pour une autre raison, c'est-à-dire que, effectivement, très adolescent, je m'intéressais déjà à l'histoire et j'ai passé un certain nombre d'étés à faire la généalogie
de mes ascendants, aussi bien dans le Berry qu'en Franche-Comté, et ceci grâce à l'édit de Villers-Cotterêts qui imposait effectivement qu'il y ait un état civil. Alors, comme c'était d'humbles paysans, je ne suis remonté en général que début 18e, fin 17e, mais enfin, quand je pense à Villers-Cotterêts, je me souviens de mes années de généalogiste amateur. Alors, effectivement, les archéologues sont confrontés au fait que quand on va remonter dans le temps, eh bien, on n'a plus de texte. Parce que souvent, on considère que la préhistoire, c'est étudier des sociétés où il n'y a pas encore l'écriture. Mais on sait aussi que les textes, comme on dit assez souvent, sont partiels et partiaux, c'est-à-dire ne reflètent qu'une partie des sociétés qui ont produit ces textes, parce qu'en général, ces textes sont plutôt liés aux élites, aux dirigeants, au clergé, etc. Donc, si on veut aller remonter dans le temps, on n'a effectivement que les objets, mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer néanmoins de les relier aux recherches d'autres disciplines, à la linguistique, à la mythologie, et maintenant, de plus en plus souvent, à la génétique. Alors, cette histoire d'Indo-Européens, pour répondre plus précisément à votre question, c'est un petit peu à partir de la Renaissance, mais surtout à partir du XVIIIe siècle, on s'est aperçu qu'il y avait des apparentements entre différentes langues d'Europe. Pendant longtemps, le problème ne se posait pas puisque Dieu avait parlé en hébreu au paradis terrestre, donc la langue mère de toutes les langues, c'était l'hébreu. À partir du moment où effectivement, avec le siècle des Lumières, le champ des recherches scientifiques s'étend, eh bien, on peut se risquer à d'autres hypothèses, et ça va s'accélérer avec la colonisation française et anglaise de l'Inde quand on va découvrir le sanskrit et qu'on va voir que le sanskrit est très proche, enfin, a un certain nombre de traits de ressemblance avec le grec, le latin et ainsi de suite. Et ça va d'abord être un jésuite français, le père Cordoue, qui va proposer ça à l'Académie, des inscriptions et belles lettres, et qui vont repousser négligemment son hypothèse en disant que c'est des ressemblances qui doivent dater du temps d'Alexandre le Grand. Et puis après, c'est un Anglais, Jones, qui va redire cette hypothèse. Et puis, c'est surtout les Allemands qui, pendant tout le 19e siècle, vont développer ces recherches sur les langues indo-européennes, montrer que ça se ressemble, commencer à construire un arbre généalogique, justement, à partir d'une langue mère hypothétique et qui se serait développée dans les différentes langues dites indo-européennes. Une douzaine de grands groupes. Hein. Vous citiez tout à l'heure les langues romanes, on a les langues germaniques avec l'allemand, l'anglais, les langues scandinaves. On a les langues slaves, les langues celtiques, et aussi les langues de l'Inde et de l'Iran et du Pakistan, le persan, l'afghan, enfin les langues d'Afghanistan, par ailleurs le grec, l'arménien, etc. Donc on s'est dit comment expliquer ces apparentements linguistiques conçus sous la forme d'un arbre généalogique. Et évidemment, puisqu'on parlait des langues romanes, on s'est tout de suite rappelé l'exemple historique du latin. C'est parce que Rome, l'Empire romain, a conquis une partie de l'Europe que ça a donné ensuite, les langues continuant à évoluer, ça a donné les différentes langues romanes, l'italien, l'occitan, le français, le roumain, et langues romanes qui ensuite ont été après apportées dans d'autres régions, que ce soit l'Amérique latine ou bien l'Afrique. Donc, on s'est dit, puisque c'est le modèle romain, on va chercher quelque part en Eurasie le point d'où a pu partir un petit peuple aussi conquérant que les Romains originels et qui a diffusé sa langue originelle et qui ont donné petit à petit, avec les évolutions historiques, les différentes langues. Et on avait
comme point de départ les trois langues les plus anciennes connues, qui étaient le grec le plus ancien, qui est le grec mycénien, qui n'a été déchiffré qu'après la Deuxième Guerre mondiale, donc qui date des environs de 1500 avant notre ère. Deuxièmement, on avait le hittite, parlé en Turquie à peu près à la même époque. Et troisièmement, on avait le sanskrit, dont les textes, les textes ont été écrits plus tard, mais qu'on fait remonter aussi à peu près vers 1500. Donc déjà, ces trois langues sont très différentes les unes des autres, donc c'est encore avant qu'a dû se situer la séparation. Et donc, toutes sortes d'hypothèses ont été faites. On s'est dit, on va prendre le vocabulaire commun, doit décrire cette patrie originelle. Est-ce qu'il y a des arbres ou pas, la mer ou pas, des montagnes, des animaux? Et à peu près toutes les régions d'Europe et d'Asie occidentale ont été proposées. Alors, sans entrer dans le détail, effectivement, comme vous avez dit, j'ai consacré un gros livre qui était récemment traduit en anglais, qui est récemment sorti aux États-Unis. Eh bien, il y a actuellement trois principales hypothèses. La première, ce serait le nord de l'Europe. Et effectivement, en allemand, on ne dit pas indo-européen, on dit indo-germain, indo-germanisch. C'est l'hypothèse qui avait été reprise par le nazisme, qui ne repose actuellement sur aucune démonstration, notamment archéologique. On ne voit pas de mouvement comme ça venant du nord de l'Europe, mais ça continue à être défendu par certains héritiers idéologiques du nazisme dans certains mouvements d'extrême droite actuels. Deuxièmement, autre hypothèse, ça vient du Proche-Orient, c'est-à-dire que le néolithique, l'agriculture et l'élevage dont je parlais tout à l'heure, effectivement, n'est pas inventé en Europe, dans nos régions, mais est inventé au Proche-Orient et ensuite se diffuse progressivement. Donc ça, c'est un mouvement qui est bien connu sur le plan archéologique, notamment ces villages que j'ai fouillés avec mon équipe dans la vallée de l'Aisne. Eh bien, on peut montrer que de proche en proche, leurs occupants viennent du Proche-Orient, mais c'est une diffusion très, très progressive. Et troisième hypothèse, ce serait plutôt les steppes de l'Europe orientale, c'est-à-dire dans l'Ukraine et la Russie méridionale. C'est une hypothèse qui est appuyée actuellement par certains tenants de la génétique qui, avec l'ADN, retrace certains mouvements migratoires. Alors, je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole, hein, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est très probablement, comme on n'arrive pas vraiment à avoir un consensus qui soit appuyé sur l'ensemble des données, c'est que c'est probablement ce modèle en arbre qui est beaucoup trop simpliste et qu'il faut remodeler. Bernard Lax disait tout à l'heure dans la séance précédente que c'est les sociétés qui sont monolingues, comme la France actuelle, qui sont l'exception. Toutes les sociétés traditionnelles sont multilingues parce que c'est des sociétés de petite taille. On fait sans arrêt des échanges matrimoniaux et des échanges commerciaux. Donc, il est probable qu'il faut aller plutôt vers des modèles de mélange incessant de langues, et on a des tas d'exemples de langues mixtes, hein, même l'anglais est officiellement une langue germanique, mais plus de la moitié de son vocabulaire vient du français à la suite de la conquête de Guillaume le Conquérant. Dans un autre ordre d'idée, le yiddish, par exemple, ou en Afrique, le swahili, enfin, ou le vietnamien. On a des tas d'exemples de langues mixtes. Donc, il faut sans doute penser à des modèles, cette parenté linguistique est bien réelle, évidemment, mais penser à des modèles qui soient beaucoup plus complexes sur le long terme. Et comme je suis optimiste en général, je pense que c'est un problème qu'on résoudra peu à peu, mais en se défiant justement de modèles trop simplistes. Voilà, j'espère avoir été clair et pas trop long. Est-ce qu'on peut dire que ces recherches linguistiques redéfinissent d'une certaine manière l'histoire aussi? C'est-à-dire c'est aussi un inversement.
Je l'ai un peu suivi par rapport aux analyses des langues africaines précoloniales, par exemple, où on voit véritablement les circulations de population en fonction de ces données linguistiques, justement, actuelles. Oui, 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 bien, sur sur l'Afrique, il y a le vaste champ de recherche de ce qu'on appelle les langues bantoues, qui partent de quelque part d'Afrique centrale et qui ensuite sont diffusées notamment vers le sud, où là on a effectivement sans doute des mouvements avérés migratoires, comme c'est le cas pour les langues indo-européennes, évidemment. Les Romains se sont bien répandus, effectivement, vers le nord et tout autour de la Méditerranée, puis des phénomènes de mélange. Donc, ceci, simplement, effectivement, on le voit, on n'a pas assez de distance temporelle par rapport aux événements actuels, mais les phénomènes dont vous parlez, je citais tout à l'heure le Swahili, dont je ne suis pas du tout spécialiste, mais qui est considéré par les linguistes justement comme un exemple de mélange. Bon, merci. Oui, merci beaucoup pour toutes ces informations qui, je pense, hein, pour notre public, sont extrêmement nouvelles et intéressantes. Et vous nous avez quittés. Et qu'est-ce qui se passe? Non, moi je suis là. Ah, vous êtes encore là, mais c'est l'écran qui a changé alors, parce que je ne voyais plus votre photo ou votre portrait. Voilà, il va revenir, mais on peut, pendant ce temps que l'image apparaisse, continuer Oui. à parler. Alors, tout à fait, Vera. Alors, encore une question, justement. Donc, nous quittons la préhistoire ou la protohistoire, je ne sais pas ce qu'il faut dire, et pour nous retrouver aujourd'hui, ici, à Villers-Cotterêts, un jour d'inauguration de la Cité internationale de la langue française. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette Cité internationale de la langue française, Monsieur Demoule? Effectivement, c'était d'un point de vue d'historien avec un peu de recul, ça a toujours été la règle dans la Ve République que nos présidents laissent ce qu'on appelle un des grands travaux présidentiels, hein, comme François Mitterrand avec la bibliothèque et le Louvre, Valéry Giscard d'Estaing avec Orsay, Jacques Chirac avec le Quai Branly, etc. François Hollande n'a pas eu le temps de faire quelque chose, ça a été raccourci par le fait qu'on est passé du septennat au quinquennat, et là, comme Emmanuel Macron a eu 2 mandats, on a effectivement pu avoir de nouveau un grand projet présidentiel. Donc, je l'enregistre en tant que tel, en tant qu'observateur impartial. Deuxièmement, pour la langue, effectivement, c'est intéressant d'avoir un endroit et de l'avoir aussi, pas forcément à chaque fois au cœur de Paris, sachant qu'il y a un débat, je suis ni historien ni linguiste, mais un débat pour savoir si effectivement cet édit de 1539 imposait le français en tant que tel. Il parle de langue française, donc certains historiens linguistes disent que ça n'excluait pas les différentes langues régionales. Et on se souvient que ceux qui parlaient vraiment le français standard que nous sommes en train de parler étaient au début du XXe siècle encore relativement minoritaires. Hein. C'est la génération qui est en train de nous quitter actuellement. J'ai rencontré beaucoup de personnes dont la langue maternelle n'était pas le français standard. Dans tout le sud de la France, par exemple, ou si on prend la Bretagne ou l'Alsace ou la Lorraine germanophone, ce n'était pas leur langue. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, je ferai une insiste, c'est que il y a eu un rapport et une étude des langues régionales en France. On en a répertorié 75, si je me souviens bien, et jusqu'à présent, la France, pour des raisons diverses, n'a pas encore signé définitivement la charte de protection des langues régionales. Et c'est en tant qu'archéologue, je suis pour la préservation de tout ce qui est patrimonial, et même si ces langues sont en partie en voie de disparition, mais ce n'est pas le cas partout. Hein. Tout à l'heure,
il était question de la Guyane, où on a des langues régionales tout à fait vivantes, eh bien, il serait très, très important d'un point de vue patrimonial que cette charte soit signée et qu'on puisse assurer le devenir d'une manière ou d'une autre de ces langues, même si elles sont en perte relativement rapide, malgré des efforts, notamment en Bretagne, avec les écoles d'Iwan au Pays Basque ou dans le monde occitan avec les calendrettes, il y a également cette question. Donc, pour répondre plus généralement à votre question, je pense que c'était effectivement important qu'il y ait un endroit où on puisse parler des langues. On pourrait penser que c'est immatériel, mais on peut en parler de manière matérielle, de manière ludique, mais je crois que c'est aussi dans le propos de cette cité. Et il me semble que Barbara Cassin l'a rappelé tout à l'heure, je l'écoutais sur France Inter en début de matinée, que la cité prend aussi en considération ces 75 ou 74 langues régionales. Langue de France, tout à fait, hein, c'est-à-dire Oui, c'est ça. les langues territoriales, pour Mm. reprendre le terme institutionnel, et aussi les langues parlées depuis plusieurs générations par des ressortissants français qui ne sont Oui, pas langue officielle. C'était le cas oui. au moment de la liste réalisée par Bernard Cerquiani du berbère, Mm. de l'arabe dialectal, et aussi pour des raisons autres du yiddish Oui. et de l'arménien occidental. Mm. Euh, et, D'ailleurs, les deux seules fois où il y a eu un prix Nobel pour des langues minoritaires, le prix Nobel de littérature, ça a été une fois pour Frédéric Mistral pour le provençal, justement, et une deuxième fois pour Singer pour le yiddish, effectivement. oui, et tout à fait, et c'est très intéressant. Et s'agissant de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires au Conseil de l'Europe, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été signée par la France, Oui, mais non ratifiée. voilà, c'est ça. Le Conseil d'État a jugé que le terme de minorité n'était pas compatible avec la Constitution française. Il n'y a pas de minorité, tous les citoyens étant égaux devant la loi. Là, on est, si vous voulez, dans un dissensus sur cette question des minorités. Les minorités sont reconnues dans un grand nombre d'États en Europe centrale, mais pas dans notre pays. Je passe très vite. Merci beaucoup, Monsieur Demoule. Juste, on va positionner Barbara Cassin qui arrive également. Et Elle arrive tout de suite. Oui, et Oui. c'est à vous Donc, de vous exprimer. voilà. Donc, on attend que Barbara monte. Elle arrive. Donc, on l'a fait monter. Et puis, je vous passe la parole, Alexandre. Est-ce que 5 minutes, ça vous va? Oui, dans les minutes. Alors, en fait, on va avoir le point de vue de l'élu, le point de vue de l'élu sur la cité internationale à Villars-Cotterêts. Déjà, ce que ça fait. Ça vous va bien? Ouais. Je mange le pied. Oui. Ouais. Salut, Salut, Barbara. Tu vas bien? Oui. Je mets en mode avion. Alors, Barbara, tu peux t'asseoir Ouais. et on va commencer avec Monsieur Montesquieu. Montesquieu. Pardon. Mais je mets quand même mon avion. minoritaire, mais je suis d'Espagne, donc C'est important. Absolument. Bien sûr. régional aussi. Bien sûr. Oui, le lieu n'existe pas dans le sud-ouest. C'est le lieu où mais On comprend très bien l'Occitan. Il y a entre le romanche et l'Occitan. bien sûr, C'est la première fois que je vois comme bien ça. sûr, parce que vous parlez romanche. J'ai écrit, moi. Ah oui. Donc une langue romane également. Tout à fait. Ça, c'est diffusé sur la télévision. Voilà, on est déjà en ligne. Ok. Attends, j'enlève le mouillé. On a déjà un peu plus chaud.
C'est limite. Merci. Et là, il fait bon. Dans notre avion, il fait bon. Je vois plus rien. J'imagine. Alors, Alors, on voilà. est en direct, là, déjà. Alors, donc, nous accueillons parmi nous Barbara Cassin, qui a déjà été annoncée. Nous la remercions de nous avoir rejoints après toutes ces interventions auprès des médias qui se sont dépêchés à Villers-Cotterêts. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous, aux côtés de Alexandre de Montesquieu, qui est le président de la communauté de communes Réan-Valois. Réan-Valois, c'est Villers-Cotterêts. Et puis avec Jean-Pierre Demoule qui nous a fait un exposé savant, je dois dire, sur un certain nombre de sujets, dont l'indo-européen. Alors donc, la parole maintenant est à Alexandre de Montesquieu. Quel regard portez-vous sur cette Cité internationale de la langue française en tant qu'élu du territoire? D'abord, merci de votre invitation. La première chose que je voudrais dire, c'est que pour le territoire, enfin, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à d'autres occasions, c'est une chance assez extraordinaire d'avoir un projet de cette nature-là, qu'il soit présidentiel ou pas présidentiel, et de cette ampleur, et qui redonne au château de Villers-Cotterêts, qui était un monument patrimoine en péril, qui rénove ce château et qui lui donne une vocation dans la lignée de l'histoire, finalement, puisqu'on se relie à l'ordonnance de 1539, et qui redonne un regard aussi sur un territoire qui, à 100 km de Paris, finalement, paraît être à des centaines de kilomètres. Donc on a cette chance-là, et pour un élu local, évidemment, je dis toujours, on ne va pas bouder notre plaisir. Tous les territoires nous envieraient un tel projet. En plus, un projet qui donne un coup de projecteur sur notre territoire, sur le département de l'Aisne, sur le Valois, qu'a cité le président de la République, avec mon grand contentement, puisque, comme vous l'avez rappelé, je suis président de la communauté de communes Retz-en-Valois, et donc, quand on a changé de nom après les fusions entre intercommunalités liées aux lois, j'ai demandé aux élus qu'on mette en avant justement le Valois historique. Il se trouve que, à peine un an après, le nouveau président de la République décidait de lancer ce projet, donc, et lui-même adhérait déjà à ce regard posé sur notre territoire et sur le Valois. Donc, ça, c'est la première chose. C'est vraiment une chance, donc, à chacun d'entre nous de contribuer à la réussite de ce projet. C'est pour ça, comme vous le savez, qu'avec le soutien d'ailleurs de la délégation de France et au Langue de France, nous avons porté une première édition d'un festival autour de la langue française qui s'appelle Parole, avec nos collègues de l'Oise, puisqu'on ne peut pas s'arrêter aux frontières administratives, donc sur le Valois historique, avec la communauté de communes des Lisières de l'Oise qui est Pierrefonds, puis l'agglomération de Compiègne, pour justement faire venir des artistes, alors, des humoristes, des écrivains, des chanteurs, pour montrer la richesse de la langue française et animer le territoire et mettre la culture à la portée du plus grand nombre. Et on souhaitait donc apporter notre pierre à l'édifice de la réussite de la cité. On aura une deuxième édition en mars prochain. Nous avons invité ce soir Isabelle de Lambert, qui est la directrice de la culture de la ville de Compiègne, qui a porté justement le projet avec la passion qui la caractérise et qui continue à le porter cette année. Donc, alors ensuite, la langue, c'est vrai que entendu un peu tout ce qu'on voulait autour de ce projet dit hors sol, pas hors sol, est-ce que quelqu'un s'intéresse encore à la langue aujourd'hui? Je crois que le discours du président de la République, qui était un très beau discours, sans aucune flagornerie, a très bien résumé tous les enjeux qu'il y avait et toute la démarche qui a conduit le président de la République à porter ce projet, avec le soutien d'un certain nombre de personnes qui étaient ici présentes de nous, Mme Cassin, et pour montrer pourquoi cette langue, la langue est bien un ciment de la royauté, ciment de la République, même si, comme vous l'avez dit, monsieur, et le président y a fait allusion tout à l'heure, on ne sait pas bien si c'était
c'était juste la langue française ou des langues de France en 1539, et que depuis les choses ont beaucoup évolué justement pour mettre en avant la richesse de ces langues de France. Il y a eu la loi Molac récemment. C'est vrai que pour avoir suivi un peu ces sujets-là, un peu par hasard depuis pas mal d'années, il y a toujours une grande réticence de l'appareil administratif français de mettre en avant les langues régionales, puisqu'on avait tout fait sous la Troisième République pour justement, comme l'a rappelé le président également de la République tout à l'heure, mettre en enfin, qu'il n'y ait que la langue française. Et pour vous raconter une anecdote, en tant que maire, j'avais un premier adjoint qui était facteur, mais qui était breton surtout. Et il racontait toujours qu'avant la guerre, quand il était à l'école, dès qu'il parlait français, il se faisait taper sur les doigts avec la règle. Et on lui met, voilà, breton, vous voulez dire. Oui. Mais qui parlait breton. Non, qui parlait breton, pardon, excusez-moi. Qui parlait breton. Et qui parlait breton, il se faisait taper, l'instituteur prenait sa règle, lui tapait sur les doigts, et puis mettait le sabot, ou pas d'ailleurs, mais voilà. Donc, c'est vrai que la guerre de 14 a permis en tout cas à contraindre tout le monde à parler français dans les tranchées. Mais bon, enfin tout ça pour dire que moi j'ai été admiratif du parcours qui nous a été proposé, puisqu'en fait j'ai eu de la chance de participer au comité scientifique, mais enfin très modestement. Donc de le voir, je pense que aucune pièce ne peut laisser indifférent. Alors il y a l'aspect numérique qui répond à ce qu'attendent les gens aujourd'hui quand ils voient un parcours comme ça. Mais chaque salle résonne en fait entre elles. Donc on passe d'une salle à l'autre et on se dit tiens, je vais retourner dans l'autre salle peut-être pour compléter ma connaissance de tel mot, de telle anecdote ou autour de tel écrivain ou de telle partie du monde pour essayer de comprendre comment tout ça, cette richesse s'interpénètre et nous a donné donc cette chance d'avoir ce cité aujourd'hui. Voilà. Donc c'était un défi je pense un défi que le président de la République a relevé, mais de se lancer dans cette aventure, non seulement de rénovation, mais aussi autour de la langue, puisque, comme il l'a laissé un peu à l'entendre, peut-on exposer la langue? Est-ce qu'on doit consacrer un lieu à la langue ou pas? Voilà. Et je crois que la réponse, c'est en visitant donc le parcours, on l'a, puisque justement tous les thèmes qui y sont mis, il n'y a pas de chronologie, ce qui est très bien, même si je pense qu'il faut garder quand même des repères chronologiques dans la vie, dans l'histoire. Peut-être que vous ne me contredirez pas, monsieur, je pense qu'en archéologie, il faut avoir des repères. Mais c'est fait de telle façon, je vous dis que rien ne laisse indifférent et il y a un trop plein de richesses en fait quand vous faites le parcours. Donc je pense que ça donne envie, en tout cas moi ça m'a donné envie de revenir justement pour prendre le temps d'utiliser aussi tout ce qui est proposé dans chaque salle, des gadgets, il y a des jeux, et il y a un côté ludique justement pour bien s'emparer de la richesse de la langue et de voir comment tous ces mots s'entrechoquent, enfin, se complètent et les enjeux ils représentent pour notre histoire et puis pour les territoires ont permis de mettre en lien à travers le monde. C'est ça. Oui, c'est vrai qu'il y a une très grande richesse dans ce parcours permanent et je ne sais pas ce qu'elle veut dire en fait. Quel a été le souhait du commissariat du parcours permanent de visite? Est-ce qu'on a voulu montrer beaucoup de choses? Est-ce qu'on a voulu simplifier? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, Barbara? Peut-être même l'histoire de ce moment, comment ça s'est passé, Oui. comment on en est arrivé, parce qu'on a entendu le parcours politique, le désir politique au départ. Oui. Mais entre un désir politique et une réalité, il y a certainement eu bien des débats et bien des recherches. Bon, il y a eu un immense désir de faire.
de faire ça en pensant que c'était vraiment bien qu'il y ait une cité internationale de la langue française, et tous les termes comptent. Cité, pas musée, international, pas national, bon, langue ô combien, française aussi. Bon, voilà. Donc, cette idée de faire une cité internationale de la langue française, c'est une idée que j'ai trouvée magnifique. J'ai trouvé ça magnifique de la faire ici et très justifiée, avec l'édit de Villers-Cotterêts. Bon, qui est quand même le plus ancien texte de loi sur lequel nous vivons, et qui est évidemment réactivé sans cesse par notre Constitution. La langue de la République est le français, donc à 5 siècles de distance, on y est. Donc ça m'a paru, si vous voulez, un grand projet digne de la République. Voilà. Et novateur, aussi novateur par rapport à ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant, que les restitutions d'œuvres d'art. Voilà. En gros, aussi nécessaire et aussi novateur, allant dans le bon sens. Bon. Il n'y a pas tellement de projets qui vont dans le bon sens. Il n'y a pas tellement dans ce monde, c'est un peu compliqué. Dans le monde que nous vivons, moi, je sais pas, moi, me revenait en écoutant les informations, la phrase de Char, des yeux purs cherchent en pleurant une tête habitable. Ben, moi, j'en suis là. Bon. Donc là, je trouve qu'il se passe quelque chose, on peut habiter là. Et c'est un château, une ordonnance, un tout petit point qui est effectivement extensible, régional, français et peut-être mondial. Je n'aime pas du tout l'idée de valeurs partagées, parce que les valeurs, c'est n'importe quoi, c'est au nom de nos valeurs qu'on a assassiné aussi et qu'on a commis des pièces atrocités. Mais bon, c'est aussi au nom de nos valeurs qu'on les a plus ou moins défaites, nos atrocités, qu'on les a rédimées. Je parle de la colonisation, de la décolonisation, etc. Donc, les valeurs, moi, je m'en méfie. Quand on me demande le génie du français, les valeurs du français, je m'en méfie. Ce sont des termes qui me font plutôt froid dans le dos qu'autre chose, parce que j'ai comme expérience souterraine Heidegger, l'allemand, encore plus grec que le grec, enraciné dans une race et dans un sol. Je n'oublierai jamais ça. Donc, je n'enracinerai pas le français. Je n'en déduirai pas son génie. En revanche, essayer de le construire ensemble encore, de rappeler sa construction dans l'espace et dans le temps, là, moi, je regrette que vous n'ayez pas, que ça ne soit pas assez perceptible, le fait que nous avons quand même fait de l'histoire. Dans la dernière partie, la partie une affaire d'État, on a fait de l'histoire. On a montré comment le français se développait dans l'histoire à partir de Villers-Cotterêts, avec cet arrêt. Villers-Cotterêts, comme la langue est éminemment politique, comme toute politique, ça bascule d'un côté ou de l'autre. François Ier a fait Villers-Cotterêts et ça a basculé d'un bon côté, c'est-à-dire on comprendra quand on sera jugé, donc contre le latin des clercs, mais l'abbé Grégoire, qui a voulu la même chose, c'est-à-dire unifier la nation, a fait basculer d'un côté plus dangereux, qui est éradiquer les patois. Bon. Donc, et je pense que ça, c'est constant. Et je dirais que peut-être ce qu'on aurait pu faire de bien, et ce qu'on a peut-être fait de bien, c'est de ne pas assigner un jugement, mais de laisser juger, de donner des éléments et de faire en sorte que qu'on puisse se dire qu'est-ce que je pense. Pour moi, une bonne exposition, un bon parcours, c'est celui qui dit que pensez-vous de ce que vous voyez. C'est pas celui qui dit vive les valeurs de la France, c'est celui qui dit mais que pensez-vous de ce que vous voyez. Bon. Donc ça, qui se construit en questionnement, qui se construit absolument en questionnement et en questionnement partagé, si j'ose dire, à instruire. Donc moi, ce qui m'a plu dans ce parcours, c'est qu'on a sans cesse tenté de faire quelque chose comme ça, à travers l'histoire et à travers la géographie, puisque on a fait une langue monde qui montre la géographie du français, des Français, de ces langues françaises, feuilletées à l'intérieur et feuilletées dehors.
Ensuite, on a montré que c'était un flux continu, c'est-à-dire qu'on la construisait sans cesse et qu'on continuait à la construire, avec, justement avec la francophonie, avec le rap, mais aussi avec un Fox ou Divulgaché. Bon. Et qu'on ne cesse de la construire et qu'on essaye de la construire ensemble en réfléchissant à, bien même, à ce que c'est que l'orthographe, en faisant une dictée absurde et absolument géniale, c'est-à-dire qui met le doigt sur toutes les absurdités historiques héritées, mais justement traces passionnantes, oui. traces passionnantes de ce qu'est un mot. Bon. Donc traces passionnantes qui à un certain moment peuvent être démises, parce que après tout, elles sont peut-être moins passionnantes que le fait d'écrire tous facilement et d'arrêter d'avoir 5 fautes zéro. Bon. Donc voilà. Donc tout ça, ça se laisse juger. Et, voilà. Et peut-être aussi, ça, c'est ce que j'entends avec la recherche prise en terrain et la rélecture de l'histoire à travers l'actualité et les nécessités, la légitimité des langues qui changent. Donc tout ça, c'est dans aussi l'écriture de l'histoire, et pour ça, c'est beau que c'est une cité et pas forcément qu'un musée qui historise, mais c'est une obligation aussi de réécrire cette histoire en permanence et de voir. De la retravailler ensemble. Voilà, c'est ça. Et de la proposer, mais ce ne sont jamais que des propositions. Et ce ne sont pas des jugements. C'est ça, vraiment, ça me paraît très important de comprendre que c'est ça. Alors, à part ça, c'est absolument charmant d'avoir à montrer quelque chose qu'on ne peut pas montrer. On montre une langue. Moi, j'ai montré la traduction quand j'ai fait ma première exposition après Babel traduire au MUSEM. Quand je l'ai proposé, on m'a dit qu'est-ce que tu vas montrer? Il n'y aura rien à montrer. Il y avait trop de choses à montrer, justement. Et là aussi, il y a trop de choses à montrer. C'est ce que vous disiez. C'est peut-être, il y a beaucoup de choses. Où donner de la tête. Venez plusieurs fois. C'est pour reprendre ce que vous dites, une des richesses de ce parcours. Alors, il y a une partie historique, hein, oui. Vous êtes d'accord, mais c'est que on se pose plein de questions. Enfin, la présentation fait que on est sauf à vraiment passer comme ça et puis pas s'intéresser à ce qu'on a, mais on est amené à se poser plein de questions justement sur l'évolution de la langue, sur le côté politique de la langue, enfin, oui. sur plein d'éléments. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que d'une pièce à l'autre, on a des éléments de réponse. Donc, oui. on a envie de repasser dans l'autre pièce pour voir si ça se complète bien ou s'il faut se reposer d'autres questions. Et c'est pour ça que je pense que quand on ressort de là, alors nous on l'a fait un peu rapidement tout à l'heure, mais quand on ressort de là, soit on se dit la langue c'est vraiment pas mon truc, soit on se dit mais ça me donne envie d'en savoir plus sur l'histoire de la langue, ça me donne envie d'en savoir plus sur tel écrivain, pourquoi, ce que citait le président de la République, pourquoi tel écrivain étranger a choisi la langue française et pas une autre langue, et l'influence des langues les unes sur les autres. Et c'est vrai que moi j'aimerais que savoir que le mot fleur vient de Comté-Fleurette, je ne savais pas, mais c'est anecdotique si vous voulez, mais c'est amusant. Et c'est comme ça, c'est aussi ces clins d'œil, je pense, qui sont importants pour avoir envie de progresser et de mieux maîtriser justement ce qu'est une langue et la richesse d'une langue, son évolution et les enjeux qui est autour de la langue. Je pense que c'est un des points très positifs du parcours, c'est que c'est pas quelque chose de figé, comme vous dites, qui impose une lecture de la langue à tel moment, dans telle zone géographique, mais justement qui éveille l'esprit. Oui. Et la chose, vous ne pouvez pas me faire plus plaisir que quand vous dites il faut repasser dans l'autre pièce, dans la salle d'avant, etc. Parce que vous comprenez bien qu'un parcours permanent, ça a quelque chose, c'est effarant. C'est-à-dire on dit, alors, voilà, une fois qu'on l'a vu, on l'a vu. Non, l'idée c'est que une fois que vous l'avez vu, vous ne l'avez pas vu. Et donc, recommencez donc. Voilà. Et refaites-le avec d'autres, et autrement. Et vous, voilà. Et dans cette internationalité que je revendique, on connaît par exemple le musée de la langue de Saint-Paul, qui malheureusement a boulé, mais je crois qu'il est refait. Je ne l'ai pas vu.
On a vu la première version qui était absolument pareille, Voilà, désolé. extrêmement fascinante. Vous aviez des repères comme ça. Voilà. Villers Cotterêts est unique et on peut la placer sur d'autres lieux où la relation va être importante aussi en matière de recherche. J'espère. Mais moi, j'ai un immense regret qui est de ne pas avoir vu le musée de Sao Paulo. Et quand on a commencé à travailler, on a commencé à dire il faudrait qu'on y aille. Et puis ça a brûlé. Oui. Voilà. Oui, Et voilà. donc maintenant, il faudrait qu'on y aille. Voilà. Ça, c'est sûr. L'international permet peut-être exactement ces échanges. Très bien. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, je suis désolée. Tu peux reprendre la traduction? Peut-être, mais je ne suis pas vraiment maîtresse de C'est- moi. Bien. Voilà, t'es sous les ordres de Jeanne. Je suis et sous de son- contrat. Donc, oui, merci, merci à Barbara. Merci Barbara. Merci. Merci beaucoup. Merci à Alexandre de Montesquieu. Vous êtes super. Je suis heureux d'être là, mais j'ai des joueurs professionnels. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, mais c'est Merci. je suis toujours ravi de voir le camion à la communauté de communes. À chaque fois, Je pense que vous allez le voir souvent. Parce que, Oui, c'est mais un en peu fait, l'objectif. il est En fait, hébergé il faut par pas la qu'il y reste là tout le communauté. temps. Non. Il se Quand même, balade, mais c'est toujours un bonheur parce que ça, pour moi, c'est un écho avec que je ne connaissais pas à ce moment-là, mais maintenant, donc, cet exercice que vous faites là, qui a été fait par d'autres personnes, je ne sais plus, il y avait des personnes Oui, alors, célèbres c'est- que vous aviez c'est surtout dans les Olivier- années 30, je crois, Oui. vous aviez parlé. Oui. Je trouve ça extraordinaire de faire ça parce que ça a l'air tout à fait utopique et un peu dérisoire d'enregistrer des gens comme ça. Ok. Mais il y a une richesse extraordinaire dans ce travail. Donc il faut arriver à le mettre à la portée de tous, enfin, du plus grand nombre. Et ça, bon, je pense que vous y arriverez. C'est mais l'équipe un de- petit défi, mais voilà, parce que Oui, on a l'avenir devant nous, en Voilà. fait. Hein. On va voir. Ce qui est intéressant, c'est le processus aussi de variation. Ah, Ils sont en- Merci beaucoup. À bientôt. Excellent.